Polysécure, épisode spécial Sécure. Je suis avec Pierre. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Très bien aussi. Tu es venu présenter au Sécure sur la relation avec les tiers, qui est une notion, tant qu'à moi, mal aimée, mais qui est de plus en plus importante, considérant que les cadres légaux ont énormément changé dans les dernières années, obligeant une plus grande responsabilité légale dans les choix que nous faisons et donc les conséquences que nous faisons, puisque si un tiers néglige ou maltraite notre information, notamment personnelle, va avoir des conséquences sur nous à ce moment-là. Tu as fait une excellente présentation sur ça. Et là, tu as dit, tu m'as. Oui, plaisir. Puis c'est très instructif. Puis pour travailler un peu dans ces secteurs-là, puis faire ce genre de réflexion-là, j'ai trouvé des repères très intéressants. Tu me mentionnais en pré-show, tu as donné moins d'amour au volet de l'évaluation elle-même. Il y a plus de croustillant aussi dans ce volet-là. Plus des exemples, peut-être un peu d'exemples réel sans nommer les personnes, mais justement d'aller plus loin. Fait que je vais te laisser passer là-dessus, puis je vais alimenter avec ma propre expérience. Oui, effectivement, donc dans cette présentation, le volet que j'ai pas du tout couvert, parce que je pense que beaucoup d'entreprises ont commencé à le couvrir, c'est la partie évaluation des tiers. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent par ça. C'est une bonne pratique, hein. C'est vrai qu'il vaut mieux commencer un peu par le plus difficile. C'est, on va dire, la partie où on commence à vraiment rentrer dans des débats avec les tiers, des problématiques concrètes de gestion des données personnelles, de sécurisation. Et je pense qu'il y a à peu près tous les cas de figure qui existent. Le tiers qui n'a aucune espèce d'idée de ce que c'est la sécurité, le tiers qui est ultra sécurisé, beaucoup plus que le client qui lui confie les données. Il y a vraiment, je suis tombé dans tous les cas de figure qui existent. Je dois effectivement... Il y a eu des cas assez atypiques où... effectivement, bon, je passe à côté des tiers où ils n'ont aucune espèce d'idée de ce que la loi leur impose. Ils ont des départements juridiques, mais ils ne sont pas du tout au fait de ce que ça veut dire notifier le prestataire d'une fuite de données. Il y a aussi des tiers qui ne savent pas trop les interdictions qui sont faites avec les données. Ça, c'est vrai que dans les contrats, si c'est pas prévu, le tiers, il a un peu l'impression que les données lui appartiennent déjà. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est ce qu'ils peuvent faire avec les données. Ça m'est arrivé une fois où je me suis rendu compte que pendant l'évaluation, le tiers faisait de la statistique sur les données qui lui étaient confiées et revendait ces analyses-là pour d'autres, à des fins d'autres business, alors que le client n'était pas du tout au courant. Il confiait des données à ce tiers-là, il pensait qu'il les gérait bien et qu'il faisait le métier pour lequel il était payé. Et puis à côté de ça, le tiers, lui, s'était fait son on the side, s'était fait son propre business avec les données. Voilà, donc tous ces points-là qui me sont arrivés dans la vraie vie sont des points qui, je pense, méritent que tout le monde prenne un peu conscience que les données, ça devient un peu n'importe quoi. C'est le nouveau pétrole d'aujourd'hui, là, les données. On peut faire de l'argent, énormément d'argent avec. Et si on n'arrive pas à poser des limites un peu à ce qu'on attend de son tiers, ben, très vite, il y a des dérives. Il y a des dérives qui sont parfois... je vais dire inintentionnel. Le tiers, par manque de compétences, par manque de connaissances, se retrouve dans le trouble alors qu'il ne le voulait pas forcément. Ça, c'est ce qu'il y a de moins grave, on va dire, parce que souvent, les périodes d'évaluation permettent justement de remettre un peu carte sur table de ce qui doit être fait dans les best practices. Et puis, il y a le tiers qui, volontairement, cherche à tirer parti de cette relation et va un peu plus loin que ce qu'il devrait faire, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a des cas assez, j'ai envie de dire sympa quand on est auditeur parce que c'est ça qui fait avancer, mais il y a des trucs parfois c'est pas très cool, quoi. Entre autres, puis justement, je vais prendre un exemple plus grand public de ce genre de situation-là, puis justement, ça va peut-être parler plus fort, où on fait affaire avec un prestataire quelconque sur Internet comme simple utilisateur et mentionne un contrat de service, on est content. Et en cours de ça, vient le changer et commence à dire, ben, finalement, ton information que je disais que je n'utiliserais pas, ben, maintenant j'utilise. Fait que maintenant, c'est la vie, puis avec. Il est trop tard, va-t'en avec. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments comme ça qui viennent, puis ça, dans un cas de ça, là, lui, il y a vraiment un cas décisionnel pris par l'entreprise. On le retrouve dans des contrats aussi, entreprise-entreprise, justement, où une des deux va décider de ne pas respecter les dites clauses de non-utilisation ou ainsi de suite.
Ouais, c'est ça. Effectivement, je pense qu'il y a deux grands types de contrats là qui font foi quand on commence à parler d'externalisation. Il y a les contrats bipartis. On signe un contrat avec une entité juridique tierce. Tout le monde est conscient de ce qu'il y a dans le contrat. On peut pas revenir en arrière. Tout le monde a signé en son âme et conscience. Et puis il y a les contrats d'adhésion. Qui sont des contrats que tout à chacun connaît. Hein. Quand on va dans Azure, quand on va dans AWS, on n'a pas trop le choix de négocier les clauses contractuelles. Donc en fait, on accepte de facto. Donc ça implique des risques qui sont assez différents. Et puis dans les contrats d'adhésion, bah, évidemment, c'est un peu la loi du plus fort. Donc celui qui a le gros bout du bâton peut changer les clauses et t'as pas grand-chose à dire. T'as que à accepter. Soit tu quittes. Mais de toute façon, tes données sont déjà chez lui, donc à un moment donné, faut que tu essayes de faire en sorte qu'il les supprime et quelle garantie tu as qu'il les supprime. Soit tu restes et tu acceptes les nouvelles clauses d'utilisation, et ça, c'est un vrai problème. C'est un peu ce qui pose une problématique supplémentaire dans la gestion des contrats, c'est que parfois, même dans les négociations de contrats bipartis, il y a toujours un qui a plus de force que l'autre et qui a la possibilité, soit parce qu'il a plus de compétences juridiques, soit parce qu'il a plus de compétences, plus de capacité financière, il est plus gros que l'autre, bah, ça crée de toute façon un rapport de force. Ouais, justement, puis là, ça devient un peu injuste. Puis dans les cas d'évaluation, parce que moi, j'ai le cas le plus drôle, disons, en quelque sorte, mais un peu malheureux à certains égards, c'est quand une très grosse structure vient sous-traiter une plus petite et que justement, que la grande structure est assez mature, donc va aller auditer, aller faire l'évaluation. Et la petite structure, généralement, se retrouve un peu surprise de l'ampleur des exigences d'une très grande structure. On va parler comme le gouvernement fédéral, notamment, d'une très grande structure. Donc, la capacité d'aller fouiller, le gouvernement américain, sont des grandes structures qui vont aller fouiller les Fortune 500 vont aller fouiller dans les différentes choses. Puis sur le sous-traitant, vont être excessivement exigeants et mettre leur nez très, très loin dans la business Ouais. du Ça, fournisseur. c'est effectivement un vrai problème. C'est assez classique que l'auditeur, enfin la société qui va aller challenger le tiers au travers d'un auditeur, interne ou externe, peu importe, souvent arrive avec des questionnaires démesurés. 250 questions, audit sur site, voilà, on déballe la grosse machine, on regarde les contrats, on regarde tout. Alors que c'est une toute petite structure qui fait une prestation qui, on va dire, a un risque quand même assez maîtrisé. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'adapter ces méthodologies d'audit déjà en premier abord au risque généré par le tiers, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, aux aspects à la capacité d'acceptation d'audit du tiers. C'est-à-dire que effectivement, régulièrement, quand on va chez un tiers et qu'on commence à le challenger, souvent il nous dit effectivement que au moment de la contractualisation des débuts du contrat, la sécurité était absolument inexistante dans le contrat. Donc c'est pas quelque chose que lui avait dimensionné d'un point de vue financier. Donc les surcouches de sécurité sont arrivées petit à petit avec les nouvelles réglementations, puis voilà le gain de maturité de l'écosystème, ce qui est normal, hein, ça a changé. Donc il y a eu de plus en plus de pression qui a été faite sur la prestation pour que la sécurité soit prise en compte. Mais le tarif, lui, il n'a pas vraiment changé. Et donc le tiers, lui, il se retrouve à assumer complètement la prise en charge de la sécurité, alors que normalement, s'il avait pensé à cette sécurité au départ, ou en tout cas s'il était prêt à renégocier le contrat, ben souvent la sécurité ça coûte cher, donc il est en droit aussi lui de demander que le contrat soit réévalué si le client veut une prestation qui soit plus sécurisée que la normale. Puis l'autre aspect aussi qui est important, c'est que souvent j'ai des clients qui nous demandent d'auditer des tiers et avec des référentiels d'audit qui sont juste démesurés et qu'eux-mêmes ne sont pas capables de s'appliquer en interne. C'est-à-dire que si le questionnaire, on va le poser chez eux, ben, ça va coincer. Ça va coincer et il y en a qui vont passer un sale quart d'heure. Et ça, c'est assez rigolo de voir cette dérationalisation qu'il y a entre ce que je demande vis-à-vis de la sécurité que j'attends d'un tiers versus ce que moi j'attends de ma propre sécurité et comment, si j'étais moi-même le tiers, je serais prêt à sécuriser les données qu'on me confie. Ça, c'est assez rigolo de voir ça. C'est pour ça que moi, quand j'essaye d'aborder ce type de projet, déjà évidemment qu'il faut avoir une démarche orientée risque, parce que une fois, je suis allé faire une évaluation des tiers chez une entreprise de marketing qui imprimait des stylos.
Tu vois, quand je pense, on s'est déplacé physiquement dans les lieux de la prestation, on a regardé comment elle était sécurisée, on a fait le tour du bâtiment, on a challengé le sous-traitant sur 90 questions. Quand je vois combien ça a coûté, alors qu'à côté de ça, il y a énormément de tiers chez ce même client qui n'ont jamais été évalués, je me dis, mais là, peut-être que finalement, avec le recul, j'aurais peut-être dû m'opposer à cette évaluation-là, en tout cas la manière dont ça s'est passé, pour lui conseiller à mon client de faire autrement. Plutôt que d'engendrer 2 auditeurs sur site pendant une journée pour évaluer finalement une imprimerie de stylo. Voilà. Donc, parfois. J'ai un exemple similaire que ça. Moi, c'est dans le cas du CMMC. C'est une entreprise qui faisait des tapis, qui n'avait pratiquement pas d'informatique. Puis les auditeurs CMMC sont arrivés sur les lieux, puis le propriétaire ne savait pas quoi faire avec cette situation-là, puisque c'est démesuré. Il dit là, moi, je vends des tapis. Je suis pour des tapis commerciaux, puis moi, j'ai des presses à tapis, puis j'ai pas vraiment d'informatique, puis c'est tout. Puis là, de devoir répondre à tout ça, là, il était juste hors de lui, là. Ouais, mais c'est ça, parce que côté tiers, faut pas l'oublier. Ça, normalement, ça doit être prévu dans les contrats. Ça lui prend du temps, ça lui coûte de l'argent. Donc, quand il mobilise son responsable de la sécurité, le responsable de la prestation, le responsable du site, souvent, il y a 4-5 personnes autour de la table qui ont vraiment un pied de près ou de loin dans la prestation. Lui, ça lui coûte de l'argent de mobiliser toutes ces personnes-là. Ça représente à peu près une journée de travail pour tout le monde, plus le temps passé sur le questionnaire en amont, parce qu'évidemment, qu'on leur envoie les questionnaires à l'avance et puis souvent ils se rendent compte qu'ils n'ont pas toutes les réponses, donc ça leur prend du temps d'aller les chercher. Ça coûte de l'argent à tout le monde in fine, donc faut vraiment focaliser les efforts aux bons endroits et essayer d'anticiper ces problématiques. Déjà faire du tri, parce que la plupart des entreprises ont plusieurs centaines de tiers. Faire écrémer au maximum, on ne pourra pas focaliser les efforts sur tous les tiers, ce ne sera pas possible, on ne serait pas assez. Donc écrémer au maximum, toujours sur une notion de gestion du risque. Les prestataires les plus à risque qui ont accès directement à mon système d'information au travers d'un VPN ou de comptes utilisateurs. Ceux qui n'ont pas accès à mon système d'information, mais ceux qui ont accès à des données, quelles que soient les modalités d'envoi, ceux qui ont accès à des traitements, ceux qui n'ont ni accès au système d'information, ni accès aux données, mais qui réalisent une prestation pour moi. Est-ce que cette prestation est stratégique ? Est-ce que si demain ce prestataire est indisponible, combien de temps je peux fonctionner ? Est-ce que je peux aller me tourner vite vers un autre prestataire ou pas ? Voilà, il y a tout un tas de manières d'échelle d'évaluation des risques à ce niveau-là sur les prestataires, mais ce qui est sûr, c'est que on ne pourra pas tous les évaluer, c'est pas possible parce qu'il y en a trop, ils font pas le même métier, donc focalisons nos efforts aux meilleurs endroits pour essayer de faire en sorte que si demain il y a une attaque qui survient chez un de ces prestataires, lequel de ces prestataires me met le plus à risque ? Voilà, clairement c'est ça la question qu'il faut se poser. Laissons de côté, partons du principe qu'on ne pourra pas tous les évaluer et qu'il y en a qui probablement qui ne seront jamais évalués parce qu'on n'a pas le temps et qu'il n'y a pas assez de monde, tout simplement. Donc de manière en bonne intelligence, essayons de faire le tri. Puis même au-delà de ça, puis j'aime ça. De toute façon, moi, c'est mon approche aussi, l'approche sur le risque. On prend l'exemple du fabricant de tapis. Pour moi, il présente un risque excessivement marginal au fournisseur. Puis en plus que c'était, je pense, un fournisseur de 2e ou de 3e niveau, là. Donc, il était très loin de l'acheteur initial. Il était très, très loin. Mais comme la gestion des tiers suit le chemin jusqu'au bout, il y a quelqu'un qui a dû franchement dire là, on arrête parce qu'il n'y a pas de bénéfice s'il n'y aura pas d'attaque cyber qui va émaner de ce fabricant de tapis-là. Les tapis ne seront pas piégés, il n'y aura pas de problème, donc il n'y a pas de risque associé à ce genre de choses-là. Donc, on aurait dû discuter. C'est pour ça que je l'aime, cet exemple-là, parce qu'il est farfelu, mais il démontre à quel point la bureaucratie, des fois, ne réfléchit pas dans la descente de ces exigences comme ça. C'est un très bon exemple, en fait. Si on regarde d'un point de vue structurel la gestion des risques tiers, ça peut aller très très loin. En fait, finalement, quasiment toute entité qui n'est pas la maison mère est un tiers. Donc en fait, on peut très vite se dépasser par les événements et rajouter énormément de tiers qui n'ont pas tous le même niveau d'interaction au sein du système d'information et qui n'ont pas tous les mêmes risques. Il y a un cas particulier qui est les sous-traitants de N tiers, c'est-à-dire le sous-traitant du sous-traitant. Moi, ma position, c'est qu'en fait, quand on contractualise avec un tiers, le tiers est responsable de ses propres sous-traitants. Il doit les afficher publiquement, on doit les connaître, mais c'est à lui de les auditer. Parce qu'en fait, sinon, ça n'en finit plus. Si l'entité se rajoute la charge d'auditer les sous-traitants de ses sous-traitants,
finalement, le travail, il est infini. Donc, ma vision, elle est plutôt que contractuellement imposer le tiers à s'occuper de ses propres sous-traitants, parce que parfois, parfois, il y en a plein qui le disent pas. Hein. C'est clair que les tiers qui font appel à d'autres sous-traitants, ils vont pas le dire tout de suite. Donc déjà, leur demander une certaine transparence au niveau de l'utilisation de leurs propres tiers, et ensuite le fait que l'évaluation de ses propres tiers à eux, elle doit être remontée au client final, mais c'est pas à lui de prendre en charge l'évaluation de tous les sous-traitants, de ses sous-traitants, parce que sinon derrière, comme je le disais, le travail ne finit jamais et c'est pas une équipe ce serait une équipe de 100 personnes qu'il faudrait et à temps plein et qui ferait des audits toute la journée. Un armée pour faire ce genre de choses-là. Mais ce que je vois généralement, c'est quand on arrive, disons, le premier niveau, là, plus on descend, parce qu'ils sont généralement de plus en plus petits, les fournisseurs, sont de moins en moins conscients de la situation. Ils sont encore de moins en moins conscients qu'ils ont des fournisseurs. Puis des fois, d'éveiller la conscience que ça devient un fournisseur, c'est pas simple parce que ça n'a pas d'apparence de cette nature-là quand dans les faits, les personnes qui font les ménages sur site, généralement, c'est des compagnies tiers. Puis là, on parle même pas de cyber, là, on parle vraiment d'éléments plus réels et tangibles. Mais ce sont tous des tiers, la location des bureaux et ainsi de suite. Donc, c'est des choses que les entreprises de plus petite taille ont plus de difficultés à saisir. Donc, ensuite, comme tu le mentionnes, ne le divulgueront pas parce qu'ils ne savent pas. C'est pas dans leur conscient. Il y a un phénomène de shadow sous-traitance, qu'on le veuille ou non, que ça soit volontaire ou involontaire, il y a un phénomène de shadow sous-traitance qui est assez compliqué à identifier. Parfois, on s'en aperçoit par hasard. J'ai des clients qui me disent je viens de trouver un tiers. Parce que voilà, une question juridique, l'abonnement a pris fin, le contrat, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Bon, bref, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus accès au service, ils se rendent compte que le service est délivré par un tiers. Voilà, donc nouveau tiers à rajouter dans le pool de tiers à évaluer. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais sur les sociétés qui gèrent le ménage, par exemple, c'est un très bon exemple. Ces sociétés-là, pour moi, elles sont extrêmement critiques. Elles ont accès au bâtiment de l'entreprise, elles font ça à des heures où il n'y a personne. Elles ont accès aux poubelles, il y a des papiers potentiellement confidentiels dedans, les impressions, les imprimantes. Ces sociétés-là, pour moi, ça rentre dans le tiers 1. Là, j'ai l'habitude de gérer ça sous forme de tiers 1, tiers 2, tiers 3, du plus à risque au moins à risque. Pour moi, ces sociétés-là, même si elles ne font pas un service qui est directement lié à la cybersécurité, elles ont accès à l'information en elles-mêmes. Et pour moi, ces sociétés-là, elles rentrent dans le cadre des évaluations, avec des évaluations qui sont un peu atypiques. Hein. C'est sûr qu'on ne va pas les challenger sur comment ils gèrent leur firewall, qu'est-ce qu'ils font pour supprimer leurs données de manière sécurisée. Et non, c'est sûr, on va plutôt gérer la partie ressources humaines, background checking, comment vous gérez les clés d'accès au bâtiment, les cartes, voilà, plus des accès humains, plus une partie évaluation humaine. Ça aussi, c'est extrêmement important, là, adapter un peu ces questionnaires au métier de l'entreprise, parce que sinon, on va envoyer des questions qui n'ont aucun sens et les tiers, ils vont se retrouver à perdre un temps. Le bon exemple, je pense, c'est la sécurité des développements. Il y a beaucoup de tiers qui ne développent pas de logiciels. Et pourquoi se casser la tête à poser 20 questions sur la sécurité des développements quand le tiers ne développe pas de logiciel? Voilà. Donc il y a plein de choses qui sont non applicables ou qu'on traite d'une manière différente. Et ça permet de gagner énormément de temps et d'être beaucoup plus efficace dans l'analyse qui est faite. Oui, absolument. Puis, dans le cas de ménage, là, moi, j'ai une anecdote, puis ça fait partie des choses très drôles. C'est qu'il y avait une panne de serveur qui avait lieu chez un de mes très vieux clients. Toutes les nuits, le serveur arrêtait de fonctionner pendant 1 heure, puis il repartait. Pour se rendre compte que les gens de ménage débranchaient le serveur pour brancher l'aspirateur. Il y a des choses comme ça. Il faut quand même, il n'aurait jamais dû avoir accès à la salle de serveur. Donc, déjà là, il y a des questions à se poser sur cette séparation-là, mais ça met en lumière que ces sous-traitants-là doivent être encadrés, même au-delà du cyber. Dans ce cas-ci, juste l'accès aux locaux, limiter l'accès où ils ne devraient peut-être pas aller ou aller de façon moins régulière. Ça, c'est sûr. Et un bon quick win, là, c'est d'essayer au maximum d'impliquer, quand c'est possible, les tiers dans son programme de sensibilisation propre en interne. Ça, il y a quelques entreprises qui font ça. L'idée, c'est vraiment de gérer, de créer. Faut voir vraiment ça comme un partenariat. Hein. L'idée, c'est que quand on en arrive à signer un contrat, c'est un partenaire. Donc, on va s'appuyer sur les forces et les faiblesses de chacun. Évidemment, l'objectif, c'est que chacun va chercher à cacher ses faiblesses et prioriser ses forces. Mais bon, on se rend compte, après 1 ou 2 évaluations dans les mêmes compagnie que finalement on arrive
assez rapidement à identifier les forces et les faiblesses de chacun. Et l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte de tirer parti de ce qui est bien fait dans les deux entreprises. Et parfois, c'est bien fait chez le client, il faut en faire profiter le tiers. Et puis, parfois, c'est bien fait chez le tiers et le client paye ce service comme ça. Donc, pas hésiter à impliquer les tiers dans notre propre programme de sensibilisation, de formation, voire même l'imposer pour certains tiers, pour bénéficier au maximum du même niveau de sensibilisation, de ce qu'on attend des utilisateurs internes et des bons réflexes qu'ils vont avoir, de ce qu'on attend des tiers, parce qu'ils vont être amenés, in fine, à travailler avec nous, à manipuler nos données, et donc on est en droit d'attendre les mêmes réflexes, même si c'est pas l'entité juridique de la maison mère. Ouais, puis j'aime bien cet aspect-là. Cependant, je ne l'ai pas vu souvent. Peut-être, en tout cas, tu sembles me dire que tu le vois. Moi, je l'ai vu. C'est plutôt rare ou quasi inexistant que soit le donneur d'ouvrage est prêt à partager avec ses sous-traitants, avec ses fournisseurs. Et dans un contexte de partenariat là, aussi, je le vois pas tant souvent. C'est arrivé une ou deux fois en carrière que je l'ai vu passer comme ça, où il y avait une relation d'affaires saine, dans l'absolu, dans laquelle les deux bénéficiaient de cette relation-là et avaient construit comme ça. Mais autrement, c'est une relation plus froide, qui n'a pas, cet espace-là, que les deux puissent bénéficier des forces de l'autre. C'est sûr que c'est très dépendant de l'historique qu'il y a eu entre les deux compagnies, on va dire. Moi, dernièrement, j'ai travaillé sur un cas là où effectivement il y avait de l'échange d'informations au niveau de threat intelligence, par exemple, entre les deux. Donc, le SOC de la société tiers était en contact avec le SOC de la société qui sous-traitait le service pour des aspects qui n'avaient absolument rien à voir avec la cybersécurité. C'était une prestation standard de gestion de base de données. Mais il se trouve que les deux tiers avaient des capacités quand même assez avancées en cyber et les SOC s'échangeaient au travers d'un canal sécurisé des informations sur les menaces qu'elles voyaient. Donc ça c'est vraiment c'est ce que j'ai vu de plus avancé, hein, pour être complètement transparent. Après, ça peut aussi être des aspects qui sont propres à une fois j'ai eu un client qui partageait de manière complètement gratuite les posters imprimés pour sensibiliser les collaborateurs. Donc ça fait juste de changer le logo et puis ça fait bénéficier le tiers. Donc c'est des quick wins qu'on peut mettre facilement en place pour essayer d'augmenter le niveau de maturité. C'est sûr qu'on est quand même dans une relation contractuelle, on va pas se le cacher, il y en a un qui paye pour avoir un service, donc ça changera pas. Maintenant, quand il y a des choses un peu à côté qui peuvent faire avancer tout le monde et essayer de gagner en maturité sur l'écosystème, il faut pas hésiter à s'en priver. Donc toutes les petits quick wins qui peuvent être donnés comme ça sont les bienvenus en fait. Et celui qui l'idée, c'est quand même de protéger les données qui sont transmises et tout le monde a à gagner de ça, même si dans la relation d'affaires il y en a quand même un qui paye pour un service et un qui obtient un service. Oui, puis en même temps, tu parlais du threat intel, ça n'a virtuellement pas de coût supplémentaire d'échanger ça. À part mettre la plateforme d'échange en place, il n'y a pas de coût. Les deux en bénéficient un et l'autre et améliorent leur posture. Donc, tout le monde, dans l'absolu, en gagne à quasiment pas de frais et améliore la protection des données de part et d'autre dans ça a été quand même un peu compliqué à mettre en place parce qu'au départ, il y avait quand même une relation de comment vous faites votre détection et puis quand même on est quand même en threat intel, à un moment donné, quand on échange des informations, on est amené à ouvrir le capot de la voiture et donc à se dévoiler un peu sur nos bonnes et nos mauvaises pratiques. Donc, ça n'a pas été simple, hein, ça c'est sûr. Maintenant, une fois qu'il y a une relation de confiance qui est mise en place, je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment de problèmes avec les attaquants pour essayer de pas s'en rajouter d'autres au sein de la prestation. Donc, quand il y a des bonnes choses qui peuvent être faites, je pense que c'est gagnant pour tout le monde, honnêtement. Oui, ben ça, dans un contexte comme celui-là, il est bien défini, c'est clair. Là, des éléments comme ça, même chose pour les posters, où il y a juste les choses, ils ont déjà été faites de toute façon, fait qu'il n'y a pas de coût supplémentaire départagé. C'est ça. Donc, déjà, l'investissement de la compagnie, c'est sûr qu'on ne veut pas des parasites qui vivent éternellement sur nos ressources pour ça, mais en même temps, s'il y a un échange, dont un cycle, si le prestataire aussi retourne des éléments comme ça, des éléments intéressants, mais dans les là, ça, c'est la question. Puis dans les 10 contrats qui encadrent ça, parce que c'est toujours encadré contractuellement, ces éléments-là, comment c'est balisé justement pour que ces bénéfices-là soient partagés et que tout le monde en sente gagnant de ça? Alors malheureusement dans les contrats, je pense pas avoir eu le cas de figure où ça avait été prévu dans les contrats. Souvent ça se fait d'homme à homme, hein, c'est-à-dire au sein du pilotage de la prestation,
on discute des problématiques de sécurité. Hein, souvent il y a un tableau de bord de la prestation avec des indicateurs, des petites lumières vertes, orange et rouge. Et au sein de ces comités, quand vient un problème, ben souvent la maison la maison mère qui a commandité l'évaluation ou qui paye pour la prestation se rend compte que son tiers est défaillant sur un aspect de cybersécurité et lui met à disposition ce qu'elle a déjà fait pour elle-même. Donc ça se fait plutôt, on va dire, d'homme à homme en fonction du contexte. Enfin, je veux dire de manière humaine plutôt. Je l'ai jamais vu contractualiser encore. La plupart des choses que je vois contractualiser, c'est tout ce qui va concerner la localisation des données. C'est des choses beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus factuelles. Les clauses d'audit, la continuité d'activité, qu'est-ce qu'on fait quand le service n'est plus rendu, donc en mode dégradé, des choses comme ça. Les accès à l'information, les conditions de stockage des données personnelles, des choses comme ça, la confidentialité des données. J'ai envie de dire souvent quand on en arrive, j'aime bien utiliser ce terme-là, c'est que souvent quand on en arrive à aller voir dans le contrat, c'est que c'est trop tard. C'est que le mal a été fait et qu'on se dit mince, ok, mais est-ce que c'était prévu contractuellement? Peu importe en fait, le mal est fait, donc si c'était prévu dans le contrat, c'est probablement que ça n'a pas été suivi. Si ça n'a pas été suivi, c'est parce qu'on a mal sensibilisé le tiers à ça. Donc souvent quand on en est allé voir dans le contrat, c'est trop tard. Donc essayons de travailler en amont. Oui, le contrat c'est très bien, il faut parce qu'à un moment donné, c'est un peu notre seul guide au sein de l'historique de la prestation, de la vie de la prestation. Et puis les contrats, ça évolue. Hein. Donc avec le temps, il faut les mettre à jour, il faut les faire re-signer, etc. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour améliorer le service et faire en sorte que la communication soit beaucoup plus simple et factuelle. Par exemple, un cas concret, c'est la réponse à incident. Si le tiers a un incident, quelle que soit la problématique de réponse à incident, mais il y a beaucoup de tiers qui n'ont pas la maturité que peuvent avoir certains clients qui sont déjà dans des démarches d'évaluation des tiers. Donc l'idée, c'est comment on fait avec les playbooks? Est-ce que le tiers, il peut pas se faire accompagner parfois? Un playbook en réponse à incident, c'est très caractéristique, mais est-ce qu'on pourrait pas quand même essayer de l'aider, ne serait-ce qu'une fiche contact, savoir qui contacter, des choses comme ça? C'est vraiment des choses tout bêtes, hein, qui évidemment sont de la responsabilité du tiers à mettre en place au sein de son système de gestion de la sécurité, mais parfois en lui montrant un peu la bonne direction, bah derrière, ça permet de faire en sorte que le tiers il gagne considérablement en niveau de maturité. Alors que si on l'avait laissé se débrouiller et qu'on était revenu l'année d'après en lui demandant bon, est-ce que tu as bien mis en place un processus de réponse à incident, bah lui, il a pataugé, il a cherché, il n'a pas réussi, donc il va être à moitié conforme. Peut-être il aura réussi à mettre en place quelques briques, mais la plupart du temps, souvent, c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais il y a ce phénomène-là en audit, c'est qu'on audite et puis on se rend compte que c'est toujours la même chose en fait. Plus on audite et en fait, on peut auditer 3 fois le tiers, 3 années d'écart, et en fait, on reprend le questionnaire de l'année d'avant, c'est quasiment un copier-coller, c'est la même chose et rien n'a avancé. C'est très frustrant pour tout le monde en fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre à côté pour essayer de faire avancer les choses, tout simplement? Oui, absolument. Puis quand je faisais plus du pen test, effectivement, on revenait chez le même client au bout d'1, 2, 3 ans et on avait exactement les mêmes éléments. Donc, le rapport était juste mis sur une tablette ou à la poubelle, littéralement. C'est un peu frustrant pour l'auditeur, c'est frustrant pour tout le monde dans ces conditions-là. Ça, c'est vrai, j'ai une anecdote encore sur ce genre de choses-là où la grande structure a littéralement envoyé son équipe de gestion de l'incident chez un tiers qui était de très petite taille dans ce cas-ci et a repris contrôle entièrement de la situation parce que la potentialité de dommages pour la grande structure était telle que ils ont juste envoyé l'équipe pour régler le problème. On pourrait considérer comme envoyer le calinette pour nettoyer les dégâts, justement, pour ne pas que ça ait un effet sur l'acheteur, sur la maison mère, justement, parce que là, les dommages auraient pu être tels que ça aurait entraîné la responsabilité de la maison mère. Donc, le danger était tellement grand que là, l'équipe a descendu littéralement. C'est un peu sauvage pour l'avoir vu parce que le fournisseur qui a reçu ça en plein visage n'a pas sur le coup apprécié. Mais une fois que la poussière est descendue, il a apprécié la situation parce que ça l'a sauvé la mise pour tout le monde dans les circonstances. Parce que probablement qu'il aurait littéralement fermé sa business si la maison mère n'avait pas intervenu. Là.
Ouais, c'est en termes de gestion de crise dans les procédures, même dans les contrats, souvent c'est bien détaillé. C'est assez classique que le client prenne part, en tout cas, à la gestion de crise, ou qu'un contact du client prenne part à la gestion de crise. C'est, je pense, dans un premier temps aussi, avant tout, pour essayer de lire entre les lignes de l'incident, parce qu'il y a beaucoup de tiers qui ont des incidents et qui ne le communiquent pas. Et puis le client s'en rend compte, soit parce qu'il a plus le choix et que les données ont été publiées et que finalement tout le monde s'en rend compte en même temps que le client. Donc là, du coup, ça fait quand même, en termes de confiance dans le tiers, ça met un coup quand même, hein. Et donc effectivement, avoir un tiers, quand on voit quelqu'un qui même ne serait-ce qu'aider d'un point de vue gestion de crise, quand il y a un incident, on manque pas de bras, hein. Souvent, ça peut faire du bien que quelqu'un vienne aider un peu, ne serait-ce que déjà pour les rotations 24/7. Donc voilà, ça ajoute un peu de plus dans la gestion d'incidents, et puis ça permet que le client ne se décharge pas complètement de la responsabilité de ses propres données qu'il confie, et de voir ça vraiment sous une gestion de partenariat. Très intéressant. Il me semble qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés que tu aimerais qu'on discute? Je pense que je pourrais parler 2 heures sur le sujet sans trop de soucis. Non, je pense peut-être un point, peut-être plus à titre d'information pour les auditeurs. Globalement, moi j'ai fait le petit exercice là. Ça fait un moment que je travaille dans ce domaine-là. J'ai fait le petit exercice ces derniers mois là d'essayer de repenser aux différentes évaluations que j'avais pu faire. Et je pense qu'il y a globalement 3 grands domaines sur lesquels aujourd'hui les tiers sont pas prêts. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Les 3 thématiques qui ressortent le plus souvent dans l'évaluation qu'on ait pu faire chez nos tiers, c'est globalement la protection de l'information. On va pas se le cacher, aujourd'hui, personne n'est complètement prêt sur la protection de l'information, qu'elle soit de protection de l'information des données personnelles sous le couvert de la loi 25 ou du règlement RGPD, soit des protections de l'information business. Donc l'information business, elle a aussi une valeur pour mon client. Il n'y a pas de loi aujourd'hui qui la protège, mais il doit, dans le contrat en tout cas, il doit la protéger d'un point de vue de la confidentialité, etc. Ensuite, l'autre aspect, c'est tout ce qui était sécurité des développements. Tu serais étonné du nombre d'entreprises qui développent des logiciels à qui on expliquait comment il fallait prendre en compte la sécurité dans les développements. Ça, c'est assez effrayant. Ça, c'est un point qui m'a beaucoup marqué, d'expliquer à ces sociétés-là qui sont éditrices de logiciels parfois que du code, ça s'évalue, ça se sécurise. On développe sécurisé. Il y a des méthodologies qui l'expliquent. Les développeurs connaissent ça très bien, mais c'est pas forcément bien prévu, on va dire, dans la chaîne DevOps ou de l'entreprise. C'est pas forcément prévu. Et puis le dernier point, le troisième, là, c'est vraiment la reprise d'activité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est chez un tiers et qu'on l'évalue et qu'on lui dit demain, votre site ne fonctionne plus, vous n'avez plus d'électricité ou il y a un avion qui s'écrase sur votre site, comment vous faites pour fonctionner? Comment vous faites pour continuer le service dans lequel vous vous êtes engagé à continuer? Là, souvent, une petite minute de blanc, les gens se regardent, ne savent pas trop quoi répondre, c'est le premier qui répond qui a perdu. Donc non, la reprise et la continuité d'activité, c'est souvent un peu la partie qui est souvent sous-estimée, même si le Covid nous a malheureusement quand même appris à être très efficace là-dessus, et que maintenant, c'est de moins en moins vrai. Mieux, c'est beaucoup mieux. Merci énormément pour ce second partage, ce complément d'informations par rapport à la présentation. J'invite les gens à aller voir la présentation elle-même parce que c'était pas de la remplacer. Elle est très riche en contenu. Merci pour ce deuxième-là, justement ce complément. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup.